Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Salut, François. Salut, Alex. Hey, François, je dois te dire que, pas que je lis rarement, mais il faut que ce soit des biographies sportives. Ouais. Là, dernièrement, il y en a pas mal. En fait, je vais me taper bientôt la biographie de notre ami Claude Raymond. Frenchie. Mais j'attends qu'elle soit autographiée le 13 décembre Ça s'en prochain vient. par toi-même. Ouais. Voilà. Et je me suis acheté, par exemple, puis autographié aussi, Pierre Gervais et Mathias Brunet, le livre. C'est-tu si pire que ça, Alex? Ben non. Empêchez-vous pas de le lire. Est-ce qu'il y a un passage sur Dominique Ducharme? Oui. Est-ce que ce passage-là aurait dû avoir lieu? Peut-être pas. En passant, c'est en début de livre. Et by the way, personne n'en parle. Mais il ramasse autant Jean Perron en début de livre aussi. Là. Tu sais, fait qu'à un moment donné... Peut-être parce qu'on est habitué d'entendre parler de Jean Perron. Mais ici, on est gentil, on Ouais. veut jamais déplacer de l'air. Ceci dit, à date, là, j'ai rendu à une douzaine de chapitres. C'est excellent, puis on apprend des beaux petits va lire insides, le fun. Exact. Belle émission cette semaine? Absolument. Football universitaire avec notre chum Alex Surprenant, coordonnateur offensif des Stingers de Concordia, Alex. Bienvenue à Sport Express. La Coupe Vanier s'est jouée en fin de semaine dernière, François. Alors, Oui. je pense que c'est le bon temps pour parler football universitaire. Mais tiens, on va parler des Stingers de Concordia Absolument. avec le coordonnateur à l'attaque et ami de Sport Express, Alex Surprenant. Salut. Bonjour, messieurs. Salut, Alex. J'avoue que je m'y fais, là, à tes couleurs. Je vais t'avouer honnêtement depuis quelques années déjà que tu viens nous Ça faisait voir. longtemps qu'on l'avait pas vu. Ben oui, ça faisait très longtemps qu'on t'avait pas vu. Écoute, ça a été comment ta saison? Je sais que ça a drôlement commencé, là, mais vers la fin, ça allait quand même un petit peu mieux. Ça n'a pas été le début de saison espéré, disons ça de même. Non, tu sais, fiche de 2-6 versus le 4-4 de l'an dernier. Donc, c'est sûr que si on s'arrête uniquement là-dessus, on peut avoir l'impression que ça a été une saison plus difficile. Quand on regarde un peu plus en détail, tu t'aperçois que, tout comme l'an dernier d'ailleurs, il y a des matchs qui se sont joués vraiment par pas grand-chose. On a perdu le premier match contre Montréal à domicile 26-18. Ouais. On perd contre Sherbrooke la semaine d'après à Sherbrooke sur le dernier jeu du match sur un placement. Tu sais, donc, ça a été... Puis après ça, on a eu une séquence aussi qui a été difficile dans le milieu de saison. Mais effectivement, on a bien fini. Puis je pense qu'on a donné un bon match en demi-finale contre le Rouge et Or. Je me rappelle, la dernière fois que tu es venu, Alex, on parlait de plus en plus de la parité dans la Ligue de football universitaire québécoise. Est-ce qu'on l'a vu encore cette année, que c'était vraiment une ligue paritaire, que vous pouviez remporter des matchs contre n'importe qui? Les pointages se resserrent définitivement. De là à dire que c'est paritaire, que les 5 équipes sont égales, ça, je pense que ce serait mentir. Donc, il y a encore un gap, mais définitivement, ça se resserre. Tu vois, Sherbrooke, on avait battu Montréal l'an dernier. Sherbrooke a battu Montréal cette année. Tu sais, je pense comme j'ai dit, on a donné un super bon match en demi-finale. Perd 38-27. Il n'y a pas personne au Canada qui a fait 27 points contre le Rouge et Or cette année. Ils sont champions de la Coupe Vanier. Donc, tu sais, il y a quand même des choses positives à tirer de tout ça, là. Je vais prendre mon bouclier ici. J'ai pas envie de me faire tirer des roches. Souvent, la Ligue canadienne, même le football universitaire, quand on regardait les batteurs, écoute, ça n'avait pas l'air tout le temps le gars le plus en shape. Maintenant, tu regardes la NFL, les gars, c'est que des gros contrats. Les matchs se jouent sur des placements en fin de rencontre durant les éliminatoires. Et c'est arrivé quelques fois dans votre ligue. Puis honnêtement, à cette heure, quand c'est les placements de 50 verges, vous en faites dans la Ligue universitaire canadienne. Ça aussi, c'est... Écoute, les gars sont rendus pas mal mieux que c'était avant, parce que moi, je me disais tout le temps, à 50 verges, ils sont plus capables de le faire. Non, le Rouge et Or en a fait un en fin de semaine. De plus en plus, c'est un poste hyper clé, ça, au football. Hein? Hyper clé, puis en toute honnêteté, je pense que ça faisait partie de nos faiblesses à nous, quand on se comparait justement à la Ligue. Tu sais, des bons batteurs, il y en avait à Laval, à Montréal, il y en avait à Sherbrooke également. Tu sais, on parle des placements, il ne faut pas oublier les bottées de dégagement aussi. Tu sais, quand tu vas chercher une dizaine de verges de plus, tu sais, de moyenne, ça peut être fatigant. Donc, ouais, ça fait partie des choses sur lesquelles nous, on doit s'améliorer dans la saison morte en ce moment. Mais juste de même, j'ai juste une sous-question. On peut parler de combien maintenant? À combien vous êtes confortable? Tu sais, comme dans la NFL, Master 55, c'est commun, là. Mais dans universitaire, c'est quoi? En haut de 40 maintenant, 40 à 50, vous êtes confortable? Ben, c'était pas le cas. Non, c'était pas le cas pour avant. nous. OK, c'est C'était pas le cas pour nous. Ben, tu sais, effectivement, puis encore là, confortable, tout est relatif. Oui, le vent, tout dans ça, le je sens comprends. que, est-ce que le kid peut le faire? Oui. À quel pourcentage il peut le faire? Ça, c'est une autre question. Mais des fois, tu as des situations qui s'y prêtent bien, comme un jeu en fin de demi où tu te dis que tu n'as pas grand-chose à perdre de l'essayer. Donc, non, effectivement, maintenant, ça s'approche de 50 verges, même au niveau universitaire. Wow.
Parle-nous de l'alignement des Stingers cette année. Est-ce qu'il y avait beaucoup de changements, surtout toi, du côté de l'attaque? Est-ce que ça avait changé comparativement à l'année passée? Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'ajustements à faire avec des nouveaux joueurs? Pas au niveau aérien. Donc, on avait encore Olivier Roy de retour comme carrière. La plupart de nos receveurs étaient tous de retour également. Là où il y a eu beaucoup de changements, c'est au niveau de la ligne à l'attaque avec 3 joueurs de ligne offensive recrues qui ont démarré, qui en cours de route sont devenus partants durant la saison, notamment François Smith qui est issu des Géants de Saint-Jean ici. Donc, c'est sûr que ça a été un work in progress au niveau de la ligne offensive. Puis on s'y attendait. Donc, il n'y a pas vraiment de surprise par rapport à ça. Mais, puis on savait que c'était sur l'élément sur lequel il fallait qu'on mette beaucoup de travail en 2022. En parlant de ta ligne à l'attaque, bon, tu nous le disais, Ordon, on le savait également. Là, je pense que le coordonnateur défensif a quitté. Même chose pour l'entraîneur de la ligne offensive. Toi, en tant que coordonnateur offensif, tu sais, à un moment donné, tu as beau avoir le meilleur KJ au monde, sauf que si la pression adverse se rend toujours à ton corps, c'est pas mieux non plus. C'est quoi la collaboration que tu dois avoir avec tes coachs, justement? Parce que c'est quand même un élément hyper important. Oui, absolument. Puis c'est une synergie qu'il faut qu'il se fasse avec tout le monde. Puis même, je dirais, entre les unités offensives, défensives, unités spéciales. On gagne ensemble, on perd ensemble. Puis donc, définitivement, on passe beaucoup de temps la semaine ensemble. On partage les tâches. Je ne peux pas tout faire tout seul. Donc, c'est important d'être capable de déléguer comme coordonnateur également pour avoir un maximum d'informations dans ta préparation. C'est super important. Ça ressemble à quoi, Alex, une semaine de travail pour un entraîneur comme toi? Tu sais, quand on a un match le week-end à préparer, est-ce qu'il y a des entraînements tous les jours? Vous faites beaucoup de vidéos pour analyser l'équipe. Fais-nous entrer un peu dans les coulisses, un peu de ton travail. Oui, disons qu'on joue un samedi après-midi. Généralement, le samedi soir, on va se retrouver en recrutement sur la route, aller voir un match collégial à quelque part. Le dimanche, on ne perd pas ses anciennes habitudes. Non, c'est ça. Le dimanche, on va essayer évidemment de passer du temps en famille le plus possible, mais c'est également la journée où on va corriger la partie. Donc, chacun des entraîneurs va s'occuper de son unité pour corriger sa position. Puis, à partir du lundi matin, c'est là que nous, les entraîneurs, on se met vraiment en mode préparation pour l'adversaire suivant. Fait que notre journée de lundi, elle est infernale. Là, on parle d'une journée de 14-16 heures à peu près pour être capable de sortir le maximum du game plan qu'on peut. Fait que, je te dirais, rendu au lundi soir, il y a déjà un gros bout du travail qui est fait en préparation. Puis je dirais que le mardi, avant qu'on sorte sur le terrain l'après-midi, là, on peut dire que quasiment 90 du plan de match est sorti déjà le mardi après-midi, parce qu'après ça, en ce qui nous concerne le mercredi, on va travailler plus sur les situations spécifiques, notamment, disons, tout ce qui est red zone, tout ce qui s'approche de la zone début, c'est là qu'on va travailler un petit peu plus là-dessus. Donc, mais vraiment, en début de semaine, c'est là que ça se passe. Tu parles du lundi, la grosse journée. Est-ce que tu es tout seul de ton côté, que ton ordi t'analyse, puis tu fais tes plans de match, ou vous êtes vraiment toute l'équipe d'entraîneurs ensemble? Puis... je dirais séparé par unité principalement. Il va quand même avoir tout le temps des discussions qui sont ouvertes avec Brad Collinson, notre entraîneur en chef. Mais oui, avec mes coachs offensifs, on va diviser les tâches pour être capable d'essayer de trouver des tendances. Puis après ça, moi, je vais me mettre à dessiner les ajustements de nos jeux en fonction des défensives adverses qu'on va voir cette semaine. Ah oui, très technique, hein? Ben oui, puis tant qu'à être là, parlons un peu de la hiérarchie. Dans le fond, est-ce que toi, le coach des corps, de la ligne offensive se rapporte à toi, qui, toi, se rapporte à l'entraîneur-chef, ou aux autres? Est-ce qu'il y a quand même une hiérarchie à suivre dans l'organigramme? Absolument. Il y a une hiérarchie, puis c'est sûr que mes coachs de position sont toujours là pour suggérer des idées. Sauf qu'à la fin de la journée, des fois, ça va être oui, des fois, ça va être non. La décision te revient. Parce qu'après ça, comme coordonnateur, c'est moi qui conduis le bateau de l'offensive. Il faut que je m'assure que les idées fit avec ce qu'on veut faire offensivement. Puis c'est certain qu'après ça, l'entraîneur-chef a toujours le droit, évidemment, de mettre son grain de sel là-dedans, puis de nous challenger, puis de voir un peu ce qu'on peut améliorer. Et qui lance les jeux? Chez vous, est-ce que c'est toi l'entraîneur-chef? Non, l'appel des jeux, c'est moi. C'est moi qui fais l'appel des jeux, et ça depuis mes débuts à Concordia. Est-ce que c'était quelque chose que tu avais demandé à la base? Ça faisait partie, en fait. La plupart des coordonnateurs offensifs sont ceux qui vont appeler les jeux. On voit des fois dans l'NCAA ou dans la NFL des gars qui vont cumuler l'entraîneur-chef et le play calling. Belichick, je ne sais pas s'il le fait, mais mettons, je sais qu'un gars comme Andy Reid est très impliqué à l'attaque. Des gars comme Josh McDaniel avec les Raiders. T'en vois quand même plein. Il y a des noms qui m'échappent. McDaniel aussi avec les Dolphins, il cale pas mal les jeux. C'est ça. Les gars qui l'ont fait avant, généralement, la clé, c'est de t'assurer d'avoir un bras droit qui va t'aider. Parce que quand tu es entraîneur-chef, ça vient avec des tâches aussi. Fait que, tu peux pas mener. À Saint-Jean, je le faisais, mais là, on s'entend qu'on est quand même 6-7 coachs à temps plein, donc c'est sûr qu'il faut que tu délègues. Ouais. C'est sûr que vous n'avez pas les infrastructures de la NCAA aux États-Unis ou encore de la NFL, mais souvent dans la NFL ou encore
dans les ligues collégiales, tu vois le coordonnateur à l'attaque, des fois, soit sur le terrain ou soit dans les estrades. Ouais. C'est quoi la différence? Est-ce que vous voyez mieux? Toi, tu préfères être où? Mettons que tu aurais la chance d'être dans les airs, t'aimerais-tu mieux être là? En fait, si ça n'avait pas été de la technologie GameStrat qu'on utilise, donc on a une reprise instantanée sur iPad qui rentre, nous autres, sur le banc, depuis mes débuts à Concordia. Donc, à cause de ça, je ne voyais pas la nécessité d'aller en haut. J'aimais mieux avoir le contact immédiat avec les joueurs sur le banc, prendre un peu le pouls de l'équipe. Parce que de toute façon, j'ai la tablette, donc aussitôt que nos séquences offensives se terminent, Carrière vient s'asseoir à côté de moi. On regarde immédiatement ce qu'on vient de faire sur le terrain. On a 2 angles de caméra, donc on est capable d'être... C'est quasiment comme jouer à Madden. Je m'amuse à dire ça avec les joueurs, parce qu'on est capable d'être très, très, très proactif dans nos ajustements selon les stratégies adverses qu'on voit. La Coupe Vanier vient tout juste de se gagner ce week-end. C'est fait, on coche ça. Le bol d'or est gagné également au niveau collégial. Donc, quel est Il reste-tu un bol d'or? Il a été magané, lui? Non, dans le Détroit. Il y a eu un communiqué de presse qui est sorti. Il n'était pas trop content. Hein? Non, puis c'est sûr, là-dessus, je défendrai certainement pas les gestes, mais je vais les défendre un petit peu en disant qu'il y a peut-être aussi les réseaux sociaux ont leur part de responsabilité là-dedans. Je peux vous dire qu'il y a certainement des choses qui sont arrivées à d'autres trophées dans le passé. Puis ça s'est jamais su. Donc là, c'est sûr que ça a été très, très, très maladroit probablement de mettre ça sur les réseaux sociaux, mais je pense qu'il y a un petit peu exagéré aussi. Mais tout ça pour dire, le travail ressemble à quoi? Là? La saison universitaire est terminée, collégiale est terminée. Oui, donc là, pour nous, en ce moment, c'est le recrutement. Donc, c'est clair que là, on a des gars qui, à tous les jours, viennent visiter Concordia, offensif, défensif, des batteurs, etc. Donc, on est en pleine session de recrutement. Un peu aussi ce qu'on fait avec les espèces j'appelle ça les exit meetings, où on rencontre individuellement chaque joueur, simplement pour parler de la saison de chaque joueur individu. De l'alignement. Comme moi, je m'occupe de tous les joueurs offensifs. Fait que j'ai 40 quelques joueurs à rencontrer individuellement. On fait un post-mortem de la saison. Un genre de post-mortem avec une espèce de grille d'évaluation et d'objectifs qu'on lui donne pour travailler durant la saison morte, pour s'assurer que la communication soit bonne et que tout le monde soit sur la même page. Puis j'imagine que pour ces étudiants athlètes-là, parce qu'on a tendance à l'oublier, mais eux autres, ils doivent rentrer en examen aussi dans pas longtemps. La fin de session s'en vient, définitivement. Puis ça finit tout le temps un petit peu plus tôt, je trouve, dans les universités anglophones des fois. Fait que nous autres, nos gars sont là-dedans en ce moment. Je veux savoir, tu as sûrement regardé un peu ce qui s'est passé ici. Là, tu peux sortir le gars de Saint-Jean, mais en même temps, tu regardes toujours. Est-ce que ça t'a fait un peu un pincement au cœur? Sachant très bien qu'on le savait, c'est une équipe jeune, puis les gars ont fait une bonne job, mais les victoires n'arrivaient pas. Toi, de l'extérieur, est-ce qu'on t'en parlait? Est-ce que... C'est sûr. Comment t'as vécu ça? Pour m'en parler, on m'en parle, c'est sûr. Puis c'est la Ligue Division 1, c'est une ligue qui est hyper parce que toi, tu coaches des gars qui jouaient contre les géants, alors c'est sûr qu'ils devaient piquer un peu. Absolument. Hein? J'en ai recruté de Saint-Jean qui sont avec moi, j'en ai de partout. Fait que je me fais poser la question. Quand je viens voir un match dans les estrades ici, j'ai des chums aussi qui sont là, qui veulent tout le temps mon avis. Mais tu sais, JP, Rémi, Dimitri, là, les gars qui sont là à temps plein en ce moment, mettent beaucoup de temps. C'est une ligue qui est hyper compétitive. Il y a des bonnes années, il y en a des moins bonnes. Les 3 années que j'ai fait comme entraîneur-chef, on a fait les playoffs en 2016, on les a manqués en 2017, puis on s'est rendu en demi-finale dès l'année d'après. Donc ça peut changer très rapidement. Puis le meilleur exemple pour ça, c'est NDF qui s'est incliné en finale contre les Moilous. N'avait pas fait les séries l'année d'avant. Ça avait été une saison hyper difficile. Donc, il ne faut pas oublier que c'est un cycle de 3 ans. Donc, une jeune équipe peut rapidement devenir une vieille équipe. C'est pas très long. En même temps, j'imagine que ça doit pas être évident. Tu veux pas lancer personne en dessous de l'autobus. C'est tes chums. Mais c'est sûr que tu es là. Fait que les gens, par la bande, te posent des questions. C'est un réflexe naturel. C'est un réflexe. Alex, toi, tu sais, mais en même temps, tu veux pas mettre personne dans le trou. Non, c'est correct. Puis ils font leurs affaires, on fait nos affaires, on fait des bons coups, on fait des erreurs. C'est toujours facile d'être le gérant d'estrade. Définitivement. C'est ça. Puis on pourrait parler des arbitres aussi à travers ça. Donc c'est un peu la même chose. On peut challenger les décisions des entraîneurs, tout comme on le fait régulièrement avec les arbitres. Les arbitres, c'est les mêmes, hein, je pense. Ils vous font, vous autres aussi, je pense. Ça se croise des fois, de temps en temps. Généralement, on retrouve sensiblement les mêmes groupes. Puis avec ce qui était arrivé avec Valleyfield et Saint-Hyacinthe il y a quelques semaines, moi, j'ai trouvé ça personnellement épouvantable. Je suis souvent un défenseur des arbitres, pas que je leur donne raison sur tous les appels. Il faut s'arrêter, parce que je vais revenir là-dessus. Donc, on s'arrête et on poursuit au retour avec Alex Surprenant. Bougez pas. Nous sommes de retour à Sport Express et avant la pause, on s'en allait justement sur le cas des arbitres parce qu'à un moment donné, il faut
faut arrêter là, avec les arbitres. Déjà qu'on est chanceux. Il y a des matchs de hockey actuellement qui se cancellent parce qu'il n'y a pas d'arbitre. Puis je suis pas sûr que j'irais chausser les patins ou sur un terrain de foot. Là où je voulais m'en venir, c'est que je suis allé voir souvent des matchs des géants. Tu allé voir les Huskies également, malheureusement, qui n'existent plus maintenant. Là, mais je trouvais qu'à chaque jeu, à chaque fois qu'on lançait le flag, exactement, ça gueule. Je sais que c'est un sport hyper intense. Souvent, il y a probablement ça va vite. Il y a probablement des pénalités sur tous les jeux, surtout à cette heure avec le 4K, tu peux pas. Écoute, à peine grabé, tu le vois, les face masks également. À un moment donné, les gars, c'est des êtres humains aussi, puis ça a dégénéré à Saint-Hyacinthe. Oui, bien, en partant, là, c'est une job tellement difficile, tu sais. Et puis comme tu dis, il n'y en a pas, puis tu parlais au hockey qui avait des matchs d'annulés. Moi, j'ai vu la même chose, je pense, si je ne me trompe pas, dans la région de Québec, qui parlait qu'il y avait potentiellement, avant la saison, des matchs qui seraient annulés, faute d'arbitre. Fait que, je pense qu'à la fin de la journée, il faut leur faire attention. Il n'y en a pas beaucoup. Puis sans arbitre, ben, tu joues pas. Ouais. Fait que, je veux dire, ça, c'est l'ultime catastrophe. Là. Donc, il faut vraiment faire attention. Puis effectivement, je pense qu'on a des fois la critique facile. Mais tu sais, va le prendre ton sifflet, toi. Vas-y sur le terrain, puis on verra. Là, c'est même Castor dans la NFL, les gars, je pense qu'ils préfèrent caler un toucher parce qu'ils savent que ça va être revisé de toute façon. Voilà, absolument. Alors, tu sais, eux autres, c'est comme go, puis arrangez-vous. Là. C'est juste qu'il ne faut pas oublier que nos ligues amateurs n'ont pas ce luxe-là. C'est pour ça que je te dis. Puis on en parle à l'université de faire ça, mais on n'est même pas rendu là encore. Donc, tu te dis, quand tu vas voir un match collégial, Division 2, puis tu n'es pas d'accord avec l'appel de l'arbitre, prends ton gaz égal. Je veux dire, il n'y aura pas mort d'homme. Ma famille habite en Floride, moi, puis ça reste des passionnés de foot vraiment beaucoup, des Dolphins. Je n'ai pas envie qu'on parle des Dolphins, mais par contre, les Panthers, ils vont les voir, mais eux autres, ce qu'ils détestent, puis c'est des Américains, by the way, ils sont pas nés ici, mes cousins sont nés là-bas. Eux, ce qu'ils n'aiment pas, c'est, après les coups de sifflet, les cross-checks, souvent les arbitres sont là, ne donnent pas de pénalité. Tandis qu'au football, c'est le contraire. Tu touches à peine au gars, puis tu peux avoir une expulsion. Ça vient de où, cette mentalité-là? Est-ce que vous commencez à coacher ces jeunes-là dès le départ que quand tu entends le sifflet, c'est terminé? Parce que s'il y a un sport... Il n'y a pas de fifi, là. Non, s'il y a un sport où il devrait y en avoir, c'est au foot, là. On dirait que c'est une bonne question, puis honnêtement, je suis pas sûr que j'ai la réponse. J'ai tout le temps l'impression que ça a été comme ça, puis que c'est surtout que ça a toujours été arbitré comme ça. Dans le fond, plus t'en laisses aller, plus il va en avoir. Fait que je pense qu'au foot, ça a toujours été bien contrôlé. Fait que comme entraîneur, ben, tu t'assures de contrôler un peu tes joueurs. Il y a beaucoup de bavassage qui se donne sur le terrain, mais physiquement, c'est rare qu'on voit des débordements, c'est vrai. Mais comment on la contrôle, justement, cette discipline-là au foot, comparativement au hockey, où les gars peuvent jeter les gants, peuvent régler leur compte? Au foot, comme tu dis, prends ton gaz égal, faut que tu te tiennes tranquille. Y a-tu beaucoup de contrôle, toi, à faire, où les gars sont quand même à la base... Pas tant, parce qu'on dirait que c'est la nature même du sport. Il y a comme juste pas de débordement. C'est contrôlé d'une meilleure façon, probablement, par l'arbitrage. Puis, autant que c'est un sport physique, quand j'entends Guy Boucher dire que le hockey, c'est un sport d'intimidation également, je trouve qu'il a raison là-dedans. J'ai joué au hockey senior avec une demi-visière, puis tu choisis tes clients des fois. Fait que, je veux dire, ça, c'est une notion qui est différente qu'on n'a pas dans le football. Ben, écoute, à l'époque, quand tu avais Ray Lewis devant toi comme corps arrière, tu ne devais pas filer très bien, même si tu t'appelais Peyton Manning. C'est ceci dit, le gars avait une certaine réputation. On a parlé des Dolphins tantôt. Je veux juste revenir sur le cas de Tua. Tu vas voir, je vais aller avec ça. Tout le monde a vu sa fameuse commotion, la deuxième, pas la première. Où il est resté... Et depuis qu'il est revenu, on va se l'avouer, il va assez bien. Tu vas me dire, il y a Terry Hill, il y a Waddle également qui sont là. Mais j'ai comme l'impression que des fois, il sort plus vite de sa proche protectrice. Là, moi, c'est deux raisons. C'est soit qu'il a changé son style de jeu pendant qu'il était absent, ou bien, est-ce que ça se peut que les gars de l'autre bord se disent « Ah, ils savent que c'est lui » ou tu penses que non, c'est des pros et ils oublient que c'est toi? Parce que Tabarouette, depuis qu'il est revenu, je me dis... Il me semble qu'il... Tu vas-tu t'empêcher de faire un hit parce que... Oui, est-ce qu'ils peuvent penser... Tu as quand même joué universitaire, tu as joué du haut niveau. Je pense que ça va trop vite. Non? Ça va trop vite, va trop vite. Tu n'as pas le temps de penser à ça. Puis, tu sais, tant mieux si Tua a récupéré puis qu'il est en santé. C'était quand même assez épeurant ce qu'on a vu là, tu sais. Mais ça demeure un carrière qui jouait dans une très bonne université, qui a été repêché très, très haut dans le repêchage. Donc, tu sais, moi, le premier, je n'étais pas vendu, mais là... En ce moment, je pense qu'il est mieux entouré, puis ça paraît. Là. Mais tu peux changer ton style de jeu. C'est ça, absolument. En tant que carrière, tu peux prendre d'autres décisions. Moi, c'est des affaires qu'avec Olivier Roy, qui est plus une shape de cycliste qu'une shape de footballeur, je m'amuse à lui dire. C'est de faire attention, puis d'apprendre à se protéger. Puis oui, tu peux courir puis être dangereux avec
avec tes jambes sans pour autant prendre des coups dévastateurs inutiles pour une verge de plus. Donc, oui, comme carrière, tu peux apprendre à bien te protéger. J'avoue que son carrière, pour l'avoir vu à quelques occasions, lui, avec son équipement au complet, il rentre dans mon veston 42 régulier. Lui, il n'y a pas de problème. Je fais l'analogie avec le cycliste. Je veux qu'on parle un peu du match de la Coupe Vanier qui a eu lieu ce week-end. Grosse victoire du Rouge-et-Or, Université Laval. T'es coach de Concordia, mais on ne cachera pas ton background que tu as remporté la Coupe Vanier avec le Rouge-et-Or. Tu as fait tes études universitaires là-bas, tu as gagné des championnats avec le Rouge-et-Or. Est-ce qu'on est capable, même si tu as un poste important dans une autre formation universitaire, est-ce qu'on est capable d'enlever la veste puis de se ranger vers ses anciennes amours le temps d'un match? Comment tu as réagi? Je te dirais, sans me ranger derrière le Rouge-et-Or, je me range derrière notre conférence. Okay. Puis je pense que le football du RSEQ est le meilleur qui se fait au Canada. Je pense que dans les dernières années, les Carabins qui ont été là les 2 dernières fois n'ont pas réussi à atteindre l'objectif ultime. J'ai été quand même agréablement surpris du match de Saskatchewan. Honnêtement, ils ont bien bougé le ballon, ils ont fait des points. C'était intéressant, mais chapeau à l'offensive du Rouge-et-Or qui a connu un fort match, puis c'était nécessaire pour être capable de faire la différence dans cette partie-là. Mais à la fin de la journée, je pense que notre système au Québec fait en sorte qu'on a des bonnes équipes. Puis pour nous, c'est ça qui peut être frustrant des fois, c'est qu'on a une ligue à 5 équipes. On joue 2... Moi, ça fait 9 fois que je joue le Rouge-et-Or en 3 saisons, 3 demi-finales. On perd un match qui est assez serré, où on se dit pour la première fois qu'on... peut-être de 5 à 8 jeux qui font la différence dans ce parti-là. Je pense, c'est vous absolument, qui avez absolument. On a commencé avec un bot écho qui a été réussi. 3 jeux plus tard, on marquait un touché pour prendre les devants 7-0. Donc, on est sorti de là all-in, comme on dit. Puis, je pense aussi que ça témoigne que ça se rapproche parce que Sherbrooke a joué une bonne demi-finale contre Montréal également. J'ai vu un tweet intéressant qui disait que la moyenne des quarts de points en demi-finale cette année était de 9,5 les 2 demi-finales, alors que quand tu regardais les 10 dernières années, on parlait de 20, 25, 30, 35 points de différence en demi-finale. Donc, pour nous, c'était la première fois qu'on était dans le compétitif contre le Rouge-et-Or en demi-finale. Donc, je pense que c'est intéressant et c'est motivant. Pour les gens de la région qui regardent l'émission, qui sont des fans des Géants, qui te connaissent bien, il y avait quand même des visages connus qui ont remporté la Coupe Vanier cette année, qui ont passé par le programme des Géants. Absolument. Chris Beaulieu, qui a connu un fort match. Édouard Arsenault a connu un fort match. Nicolas Lessard aussi, qui a été in and out du terrain. Jean-Christophe Vibert, qui n'est pas habillé, mais qui est quand même présent avec eux. Donc, on est Saint-Jean bien représenté, là, c'est sûr. J'ai une question, mais tant qu'à parler de ce match-là, ils sont revenus dans le match grâce à un jeu truqué. Tu l'as dit, contre le Rouge-et-Or, vous êtes parti avec un bot écho. Qui a eu l'idée d'abord d'amener ça comme plan de match en partant? Puis si c'est toi, faut que tu vendes l'idée. Quand on parlait de préparation et de communication, c'est ça. C'est une discussion qu'on a eue comme personnel d'entraîneur. Brad aussi, évidemment, c'est lui qui doit approuver toutes ces choses-là à la fin de la journée. Puis on avait flairé une opportunité, puis ça a été payant. Puis je pense que quand tu es négligé, en tout cas, à mon avis, tu te dois d'être plus agressif. Tu peux pas juste, ce que j'appelle, jouer le livre, être conservateur offensivement, être conservateur aux unités spéciales, puis espérer que tu gagnes par magie, là, ça se passera pas. Donc, nous, on a été agressifs. Il y a des choses qui ont fonctionné, il y a des choses qui n'ont pas fonctionné. On a laissé des points sur le terrain. On a manqué un placement, on a manqué un converti, on a manqué d'autres jeux truqués. Donc, il y a des choses. On n'était pas grand-chose, mais ça fait partie de la game. Puis quand tu es négligé, tu n'as pas le choix. Je veux qu'on parle, je t'en ai parlé hors d'onde que j'étais pour t'amener là-dessus, le fameux rouge là, qu'on appelle le point, le simple, que ce soit dans la Ligue canadienne de football ou encore au niveau universitaire. Pourquoi je t'en parle? Parce que cette année, non pas que ça a fait polémique, mais ce fameux point-là a tout changé. D'abord, les Alouettes ont perdu, en fait, ont terminé 2e dans l'Association de l'Est derrière Toronto à cause d'un placement raté qui a donné le point victorieux. Le Rouge-et-Or, tout le monde s'en souvient, contre les Carabins, ont remporté le match à la dernière seconde. Tu l'as dit hors d'onde, puis très bien dit, tu peux pas lancer un étudiant athlète de 23 ans en dessous de l'autobus. Lui, quand il a eu le ballon entre les mains, puis en fait, ça a été tout qu'un jeu du 55 à la zone des buts aussi, là, parce qu'en théorie, 9 fois sur 10, il aurait probablement sorti de là. Mais à travers le Canada, comment ça se perçoit ce point-là? On va me dire, Alex, c'est un règlement. Ça va. Mais de terminer des matchs hyper importants, parce que sur les réseaux sociaux, c'était ça. L'équipe gagnante, t'es bien content, festoyait pas tant, mais c'est les autres qui ça criait cette année plus que d'habitude. Là. Mais là, c'est sûr que quand t'as une Coupe Dunsmore qui se joue là-dessus, ça saute aux yeux de tout le monde. Puis comme je dis, je pense que du côté de Montréal, c'est sûr qu'ils aimeraient revoir ce jeu-là. Je pense que le retourneur aurait dû botter, ce qui est généralement enseigné dans ces moments-là. Au lieu de donner un point, tu bottes. Idéalement, tu bottes en dehors des lignes de côté pour que la partie se termine là-dessus. Ce qui n'a pas été le cas là. Puis maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour régler ça?
J'ai entendu des idées intéressantes. Est-ce qu'on peut peut-être enlever ce point-là dans le 4e quart, par exemple, où ça serait juste dans les 3 premiers que tu pourrais aller chercher des points, des simples, peut-être qu'au 4e quart ou dans les 10 dernières minutes, disons, tu n'aurais pas accès à ce point-là. Ça pourrait être une façon d'éviter que ça arrive dans les fins de match. Parce que, tu sais, même toi, mettons, tu es l'équipe adverse, ta défensive a bien joué, tu te dis, garde, je leur ai laissé un botté de 45 verges, puis en même temps, lui, il s'en fout, il a juste à kicker le plus fort de ça. Tu sais, même toi, en tant, mettons, que joueur défensif ou coordonnateur défensif, tu fais comme moi, j'ai fait mon travail, puis je perds sur un botté raté. Oui et non. Dans le sens que si Montréal avait fait son travail, de l'arrêter. Quand tu attrapes le ballon dans le milieu de la zone des buts, il devrait avoir une communication puis là, tes collègues doivent te dire soit que tu cours ou soit que tu bottes. Là, la réponse à la question, c'était de botter. Ça n'a pas été fait. Fait que, il y a eu une erreur du côté de Montréal, il ne faut pas se le cacher. Mais c'est sûr que là, disons, on fait la même situation, disons que Laval est à la ligne de 20. Puis là, ils font juste défoncer la zone début sans que tu aies l'opportunité. Là, c'est là que le règlement se fait comme, OK, il n'y a pas grand-chose qu'effectivement que Montréal aurait pu faire dans cette situation. Puis c'est-tu vrai, je sais que tu as une dernière question, mais que si le ballon n'avait pas touché à terre dans la zone début, ça changeait quelque chose? Ça, c'est une fausse rumeur. Parfait. Il reste 30 secondes. On entend parler peut-être une division canadienne au football universitaire. Y crois-tu? C'est quelque chose qui se pourrait? Non, parce que ça sous-entend des vols d'avion à répétition. Laval aurait les moyens, mais pas tout le monde, mettons. Peut-être, puis même encore. Okay. Donc, c'est cher. On parle d'étudiants-athlètes, on parle de beaucoup de voyagements. Pour moi, la solution, elle est simple. On est 5 équipes au Québec. Il y a 11 équipes en Ontario. 11 plus 5, ça fait 16, qui est le chiffre le plus merveilleux pour faire 8-8. Tu joues 7 matchs dans chacune des divisions. Tu fais un crossover par année. Ça fait 8 matchs. Tout se fait en auto, en autobus. Donc, pour moi, là, on aurait une super ligue à 16 équipes ultra compétitives, avec une variété dans les adversaires. Oui, puis là, tu peux aller chercher tes réseaux nationaux, TSN qui vont embarquer. Le gars de la rivalité aussi. On va aller créer une belle réalité avec Western, c'est en Ontario, ça? Western qui est la meilleure équipe en Ontario en ce moment, ça veut dire qu'ils joueraient Laval, disons, des choses comme ça, puis ainsi de suite, tu descends le classement. Ça l'aiderait le classement parce que les grosses équipes en perdraient un peu plus dans la saison. Il faut s'arrêter. Merci, Alex. Merci beaucoup. Merci. Bon show. Joyeux temps des fêtes, on peut le dire. On peut. All the best, on se reparle très bientôt. On s'arrête. Il n'y a pas de NASCAR, François. C'est plate. Quelle bonne nouvelle. On s'arrête et on fait. François me dit, Alex, je te laisse aller pour le mot de la fin. Bien sûr. Alors, il n'y a pas de NASCAR. OK. Par contre, les Dolphins jouent ce dimanche. Ah oui. À 16h05 contre les 49ers. Maintenant, je vais parler des Dolphins. Pour y aller en Floride, là. Ça s'en vient? Ben oui, ça s'en vient. Ça semblait aussi. Écoute, mais les Dolphins contre les... C'est un bon test quand même. Ça va être 7-4 contre 9-3. Ça va être bon. Ou 8-3. Merci, François. Merci, Alex. Merci à vous d'avoir été là. Salut. Et à la semaine prochaine. Go Dolphins.